Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec l'historien Monsieur Sadiq Sallam. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Heureux de vous retrouver après cette période de confinement qui a marqué un petit peu l'humanité dans le monde entier et notamment ici en France. Notre auditoire a pris l'habitude avec M. Sadiq Sallam, un fin connaisseur de l'histoire de l'islam contemporain et surtout ses rebondissements et notamment les derniers rebondissements concernant les élections soit au CFCM, soit bien entendu à la Grande Mosquée de Paris. Vous avez proposé une thématique qui a deux volets qui se rejoignent quelque part. Le putsch à la Grande Mosquée de Paris et le plan de contrôle de l'islam de France par les Émirats arabes unis. Monsieur Sadiq Sallam, dans un premier temps, le fait de la pandémie et cette période de confinement a-t-il joué un temps d'accalmie sur le dossier de l'islam? Oui, ça a réduit au silence les habitués des plateaux de télévision là pour celui qui parle de l'islamophobie, etc. Parce que la priorité c'était aux experts médicaux. Mais on a vers la fin du Ramadan le recteur fantoche de la mosquée qui a perdu son contrôle et qui a oublié qu'il se présentait comme l'ami de Sarkozy et protégeait du pouvoir public. Et il s'est mis à menacer de porter plainte contre l'État français pour n'avoir pas calculé la date du déconfinement dans les lieux de culte en fonction de Eid al-Fitr, parce qu'il convoitait, il attendait avec impatience de collecter le Zakat al-Fitr pour combler les déficits qu'il a trouvés à la mosquée. Donc, il a été ridicule parce que lui qui parle de laïcité, il fait du zèle, il a montré en fait qu'il veut faire du cléricalisme affairiste. Le cléricalisme, c'est quand l'Église faisait pression sur le pouvoir laïque pour obtenir ce qu'elle voulait. Or lui, il a fait du cléricalisme avec des mobiles purement affairistes. Et là, il a été ridicule. Et puis, il montre que c'est le besoin d'argent qui prime chez lui, d'où le recours aux Émirats, dont on avait entendu parler à la mosquée, mais sans accorder beaucoup d'importance, pendant le précédent Ramadan, l'avant-dernier, au moment de l'épisode de la mosquée d'Evry, qui aurait dû être le point de départ du contrôle des mosquées marocaines puis les autres mosquées dans toute l'Europe par les Émirats. Écoutez, M. Sadiq Sallam, on va avancer point par point si vous le permettez. Vous avez parlé du putsch à la Grande Mosquée de Paris. C'était putsch au pluriel, parce que le 11 janvier, oui. C'est une mascarade qui renvoie aux formes de succession vraiment folkloriques à la mosquée de Paris depuis 1954. Or, le 11 janvier, d'abord, c'est la date de l'interruption des élections en Algérie en 92. Et là, on a une poignée de néocons, comme on dit. On a des néocons américains et leurs émules algériens. C'est-à-dire une poignée d'éradicateurs là, qui ont choisi une sorte d'asile à la Grande Mosquée pour défier l'État algérien et qui ont organisé la mascarade du 11 janvier quand on a réuni les membres de la société des Habous, à qui on a envoyé un ordre du jour des plus routiniers, c'est la réunion annuelle de la société des Habous. Mais on n'a pas annoncé dans l'ordre du jour la démission du recteur, Boubaker, et la succession. Pourquoi?
parce que le type qu'on prenait pour un sergent et qui est en fait un caporal zouave, comme on dit maintenant en Algérie, parce qu'il est d'un berbérisme raciste, avec le petit personnel qu'il a recruté parmi les protégés des généraux, éradicateurs et tout, quand ils se retrouvent entre eux, ils parlent en kabyle. Il a imposé le kabyle comme langue officielle de la GMB. Or, ce type-là, c'est lui qui était le grand Manitou de toute cette opération. Il ne voulait pas que l'ordre du jour arrive à l'ambassade ou à Alger, ils se sont réunis pendant 2 heures, et puis à la fin, Boubacar Dalil allait lever la séance, et quand le caporal l'a fixé du regard, il a dit « Ah, j'ai oublié de vous dire que je démissionne ». Et le caporal a sorti un texte préparé à l'avance, qu'il a lu, il a rendu hommage avec la flagornerie dont il a l'habitude depuis 25 ans. Et puis, Boubacar a dit, je propose le caporal pour me succéder. Le caporal, il faut rappeler que c'était un agent d'infiltration des islamistes ici, qui a créé un faux GIA à Paris, et qui a été envoyé à l'ambassade par le Ismaïl, un colonel éradicateur criminel et corrompu. Il l'a envoyé à Dalil, qui a eu peur quand il avait besoin d'un garde-corps, parce que le ministère de l'Intérieur du temps de Chevènement a retiré le port d'armes qui était attribué à Boubacar. Et on a refusé de renouveler le port d'armes, parce que les connaisseurs de la mosquée, parmi l'administration, ont dit Boubacar est tellement peureux qu'il risque de tirer sur des innocents. Et son port d'armes, il a eu peur. Et le petit Ismaïl lui a dit, ça tombe très bien, j'ai un agent que je ne peux plus payer des caisses noires, parce que on parlait de trêve, de réconciliation, etc. Donc il l'a envoyé comme garde-corps. Quelques mois après, il s'intitule inspecteur des imams, avec des accrochages, des conflits, des injures avec les imams plusieurs fois par semaine, parce qu'il a un langage de charretier. Il a l'habitude de donner des ordres et quand il n'est pas obéi, il menace de mort. La menace de mort, c'est le thème le plus récurrent dans le verbiage de Gros Bras. D'accord. Alors ensuite, après la mort parce qu'on a eu une mosquée DRS depuis 92 en fait, directement dirigée par la branche éradicatrice et affairiste du DRS. Et l'homme fort, c'était Miloud Ben Amara, dont le frère était chef de cabinet général de Toufik, qui s'appelait Rabb Zahir. Et qui, lui, pour se faire obéir par les Turcs, les Marocains qui venaient à la mosquée, etc., Bouchari, il dit, moi je suis capitaine du DRS. Donc il ne le cachait pas. Or, ce monsieur est mort, paix à se tendre, en janvier 2012. Et il avait le titre de directeur de l'administration générale. Et à ce moment-là, il y a eu une lutte sourde pour occuper le poste de l'homme fort qui venait de décéder, entre le caporal garde-corps et un cousin du recteur qui a été nommé à la tête de l'Institut. Un institut dont il faut parler dans plusieurs émissions, tellement c'est trompeur, c'est intitulé. Et donc le caporal il manipule Dalil et il obtient le titre de DAG, directeur de l'administration générale, c'est comme si on était dans un ministère régalien, alors que c'était. Bon. Et il y a une lutte sourde. Et là, le caporal avait comme allié l'avocaillon de la société des Habous, qui avait jusqu'à il n'y a pas longtemps 4300 € par mois uniquement par la société des Habous. Et il avait, grâce à ses protecteurs du DRS, une dizaine de postes d'avocats forfaitaires de pratiquement toutes les institutions algériennes à Paris. Et là, c'est une alliance conflictuelle parce que les deux ne se supportent pas, parce qu'ils n'ont pas les mêmes protecteurs. L'avocaillon était protégé du colonel Ben Daoud, promu général par la suite, qui, même d'Alger, lui a maintenu les versements qu'il avait de l'ambassade d'Algérie, du centre culturel, du lycée algérien, de la société des Habous, de la CNAN,
de 4 ou 5 consulats algériens de la banlieue parisienne. Et l'autre, évidemment, il avait comme protecteur, entre autres, l'émir des émirs des Faugeia, qui a été arrêté en octobre dernier, qui s'appelle le général Jabbar Mhanna. Il était en contact direct avec lui. D'ailleurs, il s'est mis à le défendre quand il l'a arrêté. Donc, c'est des gens qui s'appuyaient uniquement sur les protecteurs parmi les criminels de la branche la plus antidémocratique du DRS. Bon. Or, du temps de Gaïd Salah, il y a eu des enquêtes. L'avocat a été auditionné et on lui a retiré les versements qu'il avait, notamment ceux de l'ambassade. Et l'autre a perdu toutes ses protections. On dira un jour comment il entretenait ses relations par la corruption avec l'argent des fidèles. Un réseau de gens qui ont besoin de venir à Paris, etc. Or, ces deux bureaucrates de la foi, parce qu'on a une vraie bureaucratie tatillonne, inculte, intrigante, etc., sont devenus de facto des alliés. Donc le caporal a perdu toutes ses protections. Son dernier protecteur est à la prison de Blida avec l'Aïsaba. Et l'autre a perdu tous les versements qu'il avait. Il a essayé de nommer sa fille, l'avocate de l'ambassade, à sa place, ça lui a été refusé. Donc ils se sont retrouvés, les deux, dans le bec dans l'eau, et ils se sont lancés dans cette aventure où ils ont joué leur patou. Ils ont cuisiné Dalil Boubacar, là, qui se laisse manipuler par celui qui parle le mieux, il nous promet moi et merveille. Boubacar, ils lui ont promis de nommer son fils Sami, qui préparait pour lui succéder. À un moment, on voulait une vraie dynastie. Ils l'ont nommé vice-président de la Société d'Arabes. Et ils lui ont fait miroiter le parachute doré des 300 000 euros. Puis il s'est aperçu que quand il crée un casus belli avec l'État algérien, de quoi ils vont lui payer ça. Et c'est ce qui les a amenés à se rapprocher des Émirats pour demander un financement de rechange. Et il semblerait que le fameux Oulid de Chira, dont on connaît l'Émirati, a renoncé à la nationalité marocaine, qui est le conseiller pour le flicage de tous les mouvements islamiques avec le Haïmi. Et il semblerait que l'avocat ait repris contact avec Béchari pour leur débrouiller un financement. Il reste à vérifier les conditions posées par Oulid Chira. Oulid Chira, c'est le sobriquet donné par Driss el-Basri à Béchari quand il l'appelait au téléphone. Il lui disait « Finaraki Oulid Chira ». Et l'autre éclatait de rire comme un imbécile. Et l'avocat a vu l'affaire à Béchari en 2003, au moment du premier CFTM, où Béchari contrôlait 9 à 10 commissions, dont celle de l'audiovisuel. Et Béchari voulait que l'émission dite islamique soit rattachée à la commission audiovisuelle du CFTM. Et là, il se fait approcher par l'avocat qui avait été placé illégalement par Sarkozy pour des besoins de pêche au lois à la tête de Vivre de l'Islam. Ça s'appelle Vivre l'Islam, mais c'est en fait Vivre de l'Islam. Alors, il a Béchari qui était malin comme un singe. Il s'est fait avoir par l'avocat qui lui a dit « Écoute, toi tu es jeune, Dalil a une mauvaise santé, il est vieux, il va se retirer de la présidence de la Fondation des œuvres de l'Islam de France, créée par Dominique de Villepin. Tu es vice-président, on va t'aider à remplacer Dalil comme président. Et il y a un pactole de 2 à 3 millions d'euros. Et là, dès qu'il s'agit de l'argent, le Litchira perd le Nord et il a dit oui. Et donc, il a renoncé à priver l'avocat et Baraniski à l'époque de leurs privilèges illégalement acquis à l'émitant qui est devenu anti-islamique grâce au génie de cet avocat qui a reconnu sa nullité sur le plan théologique. C'est son élection boudante depuis 11 janvier. Monsieur Sadr Slam, si vous le permettez, oui. Après cette introduction, et il y a une question qui s'impose quand même. Hein. Donc, dans un premier temps, vous avez parlé comme quoi le DRS, la période florissante des DRS qui gérait la grande mosquée de Paris. Est-ce que ce qui est en train de se passer passe aussi encore sous l'œil de DRS où le DRS n'existe plus et c'est un autre système qui est en train de gérer la situation actuelle dans la grande mosquée de Paris?
Non, ça a été une mosquée DRS depuis 92, mais depuis un an ou deux, depuis le début de l'assainissement ordonné par Gaïd Salah, c'est devenu une mosquée Aïsaba. Dans la Aïsaba, il y a les débris de l'ex-DRS que la branche qui cherche à assainir la viticulture d'Algérie, sous l'impulsion de l'état-major, a marginalisé. Mais on a appris, par exemple, que l'avocaillant était en rapport avec le général Bouaza, qui intriguait et qui est en prison. C'est pour ça qu'au moment où, après le 11 janvier, ils se sont mis, c'est un mauvais exemple de désinformation, intoxication, sans contre-discours. Grâce au tweet de l'avocaillant, il dit on a été félicité par l'ambassadeur, alors que l'ambassadeur leur a demandé des explications, il leur a dit d'aller s'expliquer à Alger. Et ils ont été reçus à la présidence, ils ont dit on a été reçus par le président. Le président les a jamais reçus. Mais ils avaient quelques relations parmi les gens que le caporal entretenait par la corruption, les cadeaux, les contrats. On a un tailleur à Porte de Montreuil qui faisait des costumes de luxe pour une quinzaine d'officiers que le caporal avait comme amis entre guillemets juste pour avoir des protections. Or, ces protections n'existent plus et il n'y avait plus que ce fameux Bouaza qui est en prison avec lequel l'avocaillant prétend être en relation. Or, maintenant, les agents des spin doctors que l'avocaillant utilise, maintenant, ils disent il n'a que le soutien du ministre des Affaires étrangères. Alors, quelqu'un qui était soutenu par plusieurs généraux-majors et par Sarkozy et qui se contente d'un technocrate, c'est qu'il est en perte de vitesse. Et surtout que ce ministre, il fait partie de la dizaine de ministres nommés par Bouaza et qui sont sur un siège éjectable. Ils risquent de sauter d'un moment à l'autre. Donc, ils se sont tournés vers les Émirats parce que la relation avec l'État algérien officiel est très mauvaise. L'État algérien a mal admis d'être mis devant le fait accompli par cette mini Aïsaba. Maintenant, on a une mosquée Aïsaba. Oui, mais la question, Monsieur Sadr Salam, c'est bien, bon, à la limite, on parle d'un État quand même. On parle d'un État algérien qui... C'est un État DRS. Et on a une tentative de démanteler l'État DRS depuis quelques années. Un État qui a aussi totalitaire, qui a sévi pendant 25 ans, on ne peut pas régler le problème en quelques mois. Il y a compter sur des soutiens. Par exemple, il y avait un officier du consulat qui les soutenait, mais qui a été rappelé. Un officier insoucible, il paraît que dans la morale politique, il ne faut jamais citer ni les noms, ni les noms des officiers de renseignement, surtout quand ils sont au-dessous de commandants. Non, c'est la structure clanique du pouvoir algérien qui laisse une petite dernière chance à cette mini-Aïsaba qui se replie à la mosquée. Et pour l'heure, bon, on devrait aussi expliquer ce qu'est la société des Habous. Justement, oui. La société des Habous, vous aviez un conseiller d'État qui était au ministère de l'Intérieur qui a dit c'est un monstre juridique quand il a lu ses statuts. Ça a été quelque chose de totalement illégal, manipulé par Hamza Boubakr, et qui n'a eu la propriété de la mosquée de Paris qu'après avoir bénéficié des résultats de la prescription trentenaire 1958-1988. Avant, c'était une zone de non-droit, la mosquée. Or, depuis, le caporal a fait admettre le gardien. C'est un vigile. Un vigile il est membre de la société des Habous. Une secrétaire, totalement inculte, qui obéit aux ordres. Il semblerait qu'il a réussi à soudoyer une secrétaire à l'ambassade, à qui il a proposé un versement de 500 € par mois pour qu'elle adhère à la société des Habous. Et là, c'est des gens qui obéissent. Par exemple, quand on dit élection de l'avocaillon, il n'y a pas eu d'élection. Ils ont tous baissé les yeux, sauf 2 ou 3 qui n'ont rien dit, mais qui exprimaient leur désarroi et leur désaccord par un regard ébahi. Et
grâce à eux qu'on est renseigné sur la réalité de cette mascarade du 11 janvier. D'accord. Bon. Donc c'est des sources sûres. C'est ça que je cherche à Non, comprendre. alors il y a un point très important, Hmm. c'est que Boubacar Dalil, le démissionnaire, a refusé de signer le PV de la réunion du 11 janvier. Et avec les 2 ou 3 membres assez intéressants de cette société bidon des Habous, il menaçait d'écrire à la préfecture pour dénoncer le caractère illégal de cette réunion. Excusez-moi, monsieur Salam, juste pour une précision. Le recteur, l'ancien recteur, donc n'a pas signé le PV en question. Jusqu'au Ramadan. Aux dernières nouvelles, il semblerait qu'il ait viré sa cutie sous l'effet des mirages des financements des Émirats. D'accord. Il était très critique. Il m'a même dit, moi, au téléphone, que le PV n'a pas été envoyé, il ne sera pas signé. Mais après la fin du Ramadan et la fin du déconfinement, il a changé d'avis. Et quand il y a un changement d'avis, hein, quand Martine Aubry et sa grand-mère disaient quand c'est flou, il y a un loup. Et le loup, c'est M. Béchari et son protecteur, là, Noaimi. Et donc là, le directeur de l'Institut Bidon, qui est membre de la société Grabous, les cousins du recteur, a dit avoir fait Salat l'Istikhara. Salat l'Istikhara, les auditeurs devraient savoir qu'on fait une prière avant de dormir, on pose une question et puis on a une réponse dans le rêve. Et lui, il dit avoir reçu un ordre divin de dénoncer la mascarade du 11 janvier. Et jusque-là, il n'a rien fait, parce qu'il a entendu dire que son cousin, à qui on a prolongé son salaire jusqu'à la fin de l'année, alors qu'il est démissionnaire depuis le mois de janvier, a obtenu ses avantages, et il espère que par la relation de cousinage, il va négocier les mêmes privilèges que lui. Donc voilà quelqu'un qui se dit l'Arf Billah, c'est un titre dans le soufisme, et qui croit à Salat al-Istikhara, mais qui oublie l'ordre divin uniquement parce qu'il convoite les plats de lentilles que son cousin peut lui rapporter pour qu'il obtienne des miettes des financements venus des Émirats et d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les fidèles, actuellement, suite à ces déclarations que vous faites, qui ne sont pas des déclarations simples, et apparemment, donc, ça circule? Les fidèles, ils ont le récit du doyen des paroissiens de la mosquée, qui est là depuis la guerre d'Algérie. Mmh. Il était en vacances en Algérie, où il a eu une rage de dents. Et il a été dans un cabinet dentaire, où il trouve un jeune dentiste qui n'était autre que le frère de l'avocat. Comme il lui a dit, je viens de Paris, il lui a dit, je vous soigne si vous me payez en devis. Et l'autre, évidemment, il avait mal aux dents, il l'a soigné, il lui a signé un chèque, où il y avait son adresse à Paris. Mmh. À son retour des vacances, il reçoit une lettre de l'avocat qui a pris l'adresse de son chèque. Il lui a dit, vous avez été soigné par mon frère, il faut me payer moi à Paris. Donc il voulait lui faire payer 2 fois. Et ce récit, il y a des dizaines de fidèles à la mosquée de Paris qui le savent depuis 91-92, parce qu'il est arrivé en 91, où il se réclamait du DRS, l'avocat. Il allait chez des experts comptables qui disent faites attention, nous sommes envoyés par les services. Parce que lui n'est pas pris au sérieux, il a une culture générale rudimentaire, un sourire jaune comme ça qui en dit long sur sa mauvaise foi, etc. Et après, il passe à l'intimidation. Faites attention, c'est comme Béchari. Béchari allait, il dit c'est la même, c'est ça l'islam. Et la grande mascarade, c'est quand Sifawi qui avait un port d'armes du DRS, quand il était en première année de fac. Et il semblerait qu'il aurait utilisé cette arme contre un innocent. Et c'est pour ça qu'il a été exfiltré à Paris. Plume de l'avocat. Et il a écrit que l'avocat devait être félicité par l'État laïque, puisqu'il aurait proclamé l'indépendance de la grande mosquée de Paris. Alors, en termes d'indépendance, c'est une mosquée. Et ça va pire que la mosquée DRS
depuis 92. Ils n'ont que la dénonciation de l'islam consulaire à la bouche, mais ils sont l'incarnation extrême de l'islam consulaire, puisque nommés par des colonels de renseignement al-Khouli. C'est ça la grande main. Il y a un déficit d'information. Vous me parlez des braves fidèles, ils sont au courant des trafics là, de la Bocaillon, qui voulait faire payer une prestation de dentiste 2 fois un pauvre professeur de mathématiques. Mais ils ne sont pas au courant de ce que nous sommes en train de dire. Il faut 10 émissions pour... Bien entendu, on aura le temps, M. Sadr Islam, comme ça a été auparavant, hein, et même davantage, parce que cette notion de l'islam de France, et ce qui se passe par rapport à l'islam de France, il faut le mettre à jour avec un certain nombre d'éléments. C'est en train d'évoquer quelques-uns qui sont très importants, et notamment, et ça on le voit à travers le flyer hein, qui circule partout, un flyer, on voit le logo du Conseil émirati sur la grande mosquée de Paris, comme ça a été le cas sur la grande mosquée d'Ivry. Est-ce que... Ah oui, mais la mosquée d'Ivry, ça a été mis en échec par un article qui a fait le tour du monde, lu sur le Jazeera et tout, et le Quds al-Arabi, et bon, là, le quatrième pouvoir a eu le dernier mot. Mais pour le moment, c'est l'intoxication par Sifaoui, par un autre mercenaire, qui a été payé par le directeur de l'Institut contre le caporal. Il a publié 47 pages sur un site où il a dénoncé, par exemple, l'attribution de 40% des recettes halal par le caporal à une inspectrice franco-marocaine des renseignements généraux. Et il l'a financé en espèces pendant 9 mois, 1 an. Quant à Alger, on lui a dit de ne plus la financer parce qu'elle a été virée de la préfecture de police à cause de lui. Une franco-marocaine. Une franco-marocaine, oui. Quand le nom est connu, elle avait un site. Elle avait un site qui s'appelait Institut musulman de la mosquée de Paris, halal. Parce qu'il lui versait 40% des recettes halal, alors qu'un autre cousin de Boubacar était préposé à la perception de la taxe halal. Et là, cette anecdote en dit long sur le fonctionnement interne de cette zone de non-droit. Il s'appelait le petit Chir, le cousin de Dalil. Quand il a appris l'attribution secrètement de 40% des recettes halal de la grande mosquée de Paris, il a pris un gros couteau de cuisine et il courait derrière le caporal qui fuyait comme un voleur de poules dans les jardins de la mosquée, il voulait le poignarder. C'est ça le vécu de la mosquée, c'est des tensions permanentes. Et maintenant, ça s'est aggravé. Là, Issaba, les néocons algériens qui se sont barricadés à la mosquée de Paris, et ils sont en train de multiplier les tensions, alors qu'un lieu de culte, c'est un lieu de méditation, de repos, de recherche de la sakina. Et ça a été aggravé par le fait parce que Moussaoui, qui barre la route du ministère de l'Intérieur à la Bocaillon, le jeudi, avant le discours de Macron sur le confinement prononcé le dimanche. Moussaoui est intervenu sur Radio Orient, il a dit la pandémie est très grave, il ne peut plus aller prier le vendredi à la mosquée. Le lendemain, la Bocaillon a été au premier rang pour dire il n'y a pas de pandémie, il faut continuer à venir. Les gens ont compris qu'ils ne convoitaient que le déni du culte. Les fidèles ne l'intéressent que parce qu'ils versent, quand ils sont sous-informés, à la caisse de la mosquée. Là, vous parlez, bien entendu, sur le président et le vice-président du CFCM. Oui, mais là, il mérite d'être félicité parce qu'il a barré la route. Il a sorti le dossier avocat du Polisario de l'avocat pour l'empêcher d'être le 19 janvier président du CFCM, parce que ce monsieur est incumulable. Il est en procès avec Ral Benchir, à qui il veut interdire de cumuler la présentation de l'émission islamique et la présidence de la FIP, alors que lui était président, candidat pour la présidence de la FIP. Et il voulait ajouter la présidence du CFCM. Et lui, il a tous les droits, et là, va le condamner, parce qu'il l'accuse d'usage de faux et d'usage de faux. Mais le plus important, c'est que ce type-là, il est maudit par les fidèles dès qu'il rentre à la mosquée, parce qu'on a senti l'odeur de l'alcool. Au premier rang, quand il est venu parler le vendredi, le lendemain de l'intervention de Moussaoui, le jeudi sur Radio Orient. Et le plus grave, c'est qu'il a fait venir un certain Ahmed Touba, qui
était un conseiller de Bouziane. Mohamed Bouziane, quand il est rentré de Penetara. Ah oui, l'ancien président algérien, oui. Il a fait venir 4 conseillers de Paris qui connaissaient l'Algérie moins bien que les coopérants français attirés par l'Algérie des propositions. Or, ce monsieur était le 29 juin à Annaba quand son maître a été assassiné. Et avant même le début de l'enquête, il a fait une déclaration pour dire que l'armée n'y est pour rien. Il voulait faire croire que c'est un islamiste qui a tiré sur Boutia. Il a été récompensé par Nezal qui l'a nommé ministre de l'Éducation. Il est soupçonné d'avoir enseigné les généraux éradicateurs sur Bounia quand il était soupçonné d'être utilisé pour infiltrer la présidence au profit du DRS, du carteron de généraux qui ont fait le putsch de 92. Or, ce type-là, il dit qu'il n'a jamais mis les pieds dans une mosquée. Et l'avocat l'a fait venir et lui a créé une sorte d'instance bidon qui rappelle, l'intitulé rappelle l'UNESCO. C'est une sorte d'UNESCO de la GMP, sur le Conseil des sciences, de la culture, et puis il l'a chargé de l'imama et de la fatwa, s'il vous plaît. Les fidèles, quand les imams détachés d'Algérie, ils ont quand même une culture religieuse, une sensibilité, ils sont outrés, ils sentent l'alcool dans le bureau de l'avocat quand ils sont convoqués par le Tchèque. Et l'avocat a fait venir toute la bande sur laquelle il s'appuie à l'émission islamique, où il y a beaucoup de maçonnerie. Il y en a une qu'il a mise. Il faut mettre le staff de ce conseil bidon qui a été créé sans que le directeur de l'Institut soit mis au courant. Le directeur de l'Institut reçoit claque sur claque, il avale les couleuvres, et il sautait, et la dernière claque, c'est quand l'avocat a signé une note de service où il a fermé l'Institut pour une durée indéterminée, alors que les écoles publiques ouvrent le 22. Lui, il a fermé. Peut-être qu'à la rentrée, il va fermer l'Institut. Et le directeur de l'Institut, cousin de Boubacar, tend la joue gauche. Uniquement parce qu'il convoite les miettes de l'argent des Émirats. C'est ça, là. Donc la mosquée, en ce moment, c'est un trio infernal. C'est le caporal, au niveau du sergent, c'était et le vigile de la mosquée, la secrétaire, il se fait passer pour un commandant. Moi, c'est un commandant, c'est un homme de main qui a du sang sur les mains. Hicham Habib l'a dénoncé. Il l'a accusé d'avoir posé la bombe du RER de juillet 95. Il n'a pas levé le petit doigt. C'est un type qui terrorise les employés de la mosquée, mais il se comporte comme une tablette quand il est dénoncé à l'extérieur. Donc il y a un véritable zouave. En Algérie, le zouave, c'est le mot utilisé pour désigner les berbéristes extrémistes. Zouave, ça vient de zouawa. Il est un véritable zouave dans le sens péjoratif qui est donné par les arabophones dans leur polémique avec le courant berbère. Parce qu'il impose l'usage du cabine à la cuisine avec le petit personnel qu'il a recruté en fonction de ses demandes de protection. Par exemple, le vigile qui est à l'entrée, qui le prend pour un commandant, et il a un frère qui était chargé de la sécurité à la présidence. Donc il l'a recruté uniquement pour que Saïd Bouteflika le protège. Tout comme l'avocat a été président du comité de soutien pour un nouveau mandat de Bouteflika jusqu'au cinquième mandat. Et avec ça, il nous dit qu'il veut lutter contre l'islam politique. Y a-t-il plus politique que l'agitation pour une campagne électorale au profit d'un impotent? Donc c'est vraiment de l'intoxication qui mérite d'être combattue sur 25-30 émissions. Et moi, je souhaite que ce soit repris par les journaux du Danemark, des sites. Écoutez, juste l'auditoire, M. Sadr Slam, parce que vous avez évoqué un grand nombre d'éléments, parfois des certitudes, des choses que vous avez pu constater, des fidèles qui vous ont parlé. Il ne faut pas oublier que vous êtes un historien. Donc, votre statut vous permet de chercher l'information, de trouver, de la crédibiliser.
Si on fait un petit résumé avant de passer au point principal sur un deuxième volet qui s'appelle financement et la même mise sur l'islam de France. Si j'ai bien compris, il y a le recteur, il y a le caporal, d'après ce que j'ai bien compris, et il y a M. Sifawi. Mais quel rôle peut jouer M. Sifawi dans cette affaire? Sifawi n'est là que parce que l'avocat a fait appel à lui. Sifawi a une grande influence dans les médias qui croient que le seul problème en Algérie, c'est des islamistes. Alors que dans tous les cas de corruption, il y a zéro islamiste. Il y a des généraux, surtout leurs protecteurs. Le dernier en date, c'est le général Hamel, dont se réclamait le cousin de Boubacar, qui est directeur de l'Institut fictif. C'est un institut, on peut lui consacrer plusieurs émissions, parce que le caporal menaçait de mort le directeur de l'Institut pour lui soutirer de feu du blanc. Pour les membres de sa famille, qui voulaient nommer aumôniers militaires, parce que les aumôniers militaires sont les mieux payés. Et jusqu'à maintenant, l'avocat et le Cabral veulent faire pression sur l'aumônier national militaire. Ils le terrorisent, ils veulent lui donner des listes. Ils veulent que ce soit eux qui nomment les aumôniers. Il y a une procédure de sélection, sans parler du fait que la nouvelle formule de formation et d'écriture d'aumônier militaire veut élever le niveau. C'est l'aumônerie militaire qui a demandé à l'Institut un accord de partenariat pour enseigner des disciplines religieuses, qui est une marque de respect de la laïcité. Les disciplines religieuses ne peuvent être enseignées que par un établissement à caractère propre. C'est pour ça qu'ils ont choisi l'Institut de la Retraite. Or, Boubacar a signé un texte avec le chef de cabinet du ministre de la Défense. Or, le caporal, l'avocat, avec la complicité du cousin du directeur de l'Institut, l'ont saboté. Tout le monde se souvient du scandale provoqué par l'arrivée de Sifawi à Paris 1, où on prévoyait des sessions sur la radicalisation. Or, Paris 1 a l'habitude d'assurer la formation des TU, des meilleurs élèves de l'Institut de la Mosquée. Et il y en a qui ont donné une très bonne satisfaction. C'est pour ça que le président Haddad de Paris 1 a demandé la collaboration de l'Institut pour la session sur la radicalisation. Mais l'avocat répond sans consulter l'Institut, ni le recteur, ni le directeur de l'Institut. Il envoie Sifawi pour représenter la GMP et l'Institut de la GMP. Et là, parce qu'ils savent qui c'est Sifawi, c'est quelqu'un qui avait un port d'armes. Quand le TRS donne un port d'armes à quelqu'un, un étudiant de première année, c'est que c'était leur agent. Et surtout qu'on vient d'apprendre depuis pas longtemps, qu'il a utilisé cette arme pour tirer sur un innocent. Et la famille de cet innocent, elle vient prier à la mosquée de Paris. Donc voilà les tensions qu'on crée par des initiatives comme celle-là. Il a fallu que les chercheurs et les enseignants de Paris 1 signent une motion pour protester contre l'arrivée de ce manipulateur manipulé et de ce spécialiste de l'intoxication des informations. Et Haddad, le président de Paris 1, a dû annuler cette formation. Donc l'avocat, il parle au nom de l'Institut avant même la mascarade de 11 ans. Et le directeur de l'Institut s'écrase. Ensuite, ils ont utilisé comme prétexte le fait qu'il faut former ensemble les aumôniers militaires, les aumôniers pénitentiaires et les aumôniers d'hôpitaux. Donc ils ont dit, on honore l'accord avec le ministère de la Défense si on forme les aumôniers de prison ensemble. Or, il y a quelqu'un qui est l'agent des renseignements généraux du DRS dans les Hauts-de-Seine, qui assure un cours sur l'aumônerie. Il est une unité absolue. Et il a dit, parce qu'il est en conflit permanent avec Hassan Alaoui. Hassan Alaoui, c'est l'aumônier national pénitentiaire, qui refuse les listes que lui soumet ce dictateur assisté à l'Institut de la Mosquée. Et donc, il négocie la délocalisation à la mosquée des Mureaux, qui est dirigée par un indicateur du caporal. Et il lui transfère 500 000 euros, qui semblent être
les virements faits à la demande du ministre des Affaires religieuses algérien au profit de l'Institut. Il se trouve détourné sous forme de prêt. La mosquée n'est pas une institution financière habilitée à accorder des prêts. Et là, ils ont dit, on va informer tous les aumôniers au bureau. Boubacar a été manipulé avant de démissionner pour saboter l'accord, négocié avec beaucoup de précision, de formation des aumôniers pour l'enseignement des disciplines religieuses par un institut à caractère. Or, maintenant, l'aumônier national militaire, il a eu recours à un professeur catholique militant de l'école pratique des hautes études, qui va être le garant de l'orthodoxie musulmane. Il va commencer à enseigner aux futurs aumôniers musulmans que le Coran de Ahmed est faux. Et là, ça pose un vrai problème. Comment l'État laïque qui est tenu à la neutralité, il opte pour les thèses de la propagande chiite qui conteste l'authenticité du Coran que nous lisons. Parce que là, en dernier temps, qui c'est qui est responsable? Ce sont les organisateurs laïcs de tout. L'avocaillon aurait été un peu plus que l'avocaillon. S'il n'avait pas été utilisé par le ministère de l'Intérieur dans de chevènement, au moment de l'Istichara, où Boubacar refusait toute participation à l'Istichara, qui a été l'antichambre du CFCM. L'avocaillon et Ben Amara ont été utilisés par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a promis une carte de séjour parce qu'il allait pointer tous les 3 mois. Il n'avait pas de titre de séjour, malgré sa relation familiale avec le général qui était chez Toufir. Il s'appelle Razouane, et sur lequel compte et l'avocaillon et le directeur de l'État, pas le Cabra, le caporal. C'est une complication, mais il faut expliquer tout ça au public qui sollicitait uniquement pour les quêtes de la fin du Ramadan a le droit de savoir à qui il a affaire. Or, c'est le ministère de l'Intérieur qui a fait la promotion de l'avocaillon, qui a fait pression sur Boubacar pour qu'il accepte de participer au CFC. Et la prétendue amitié avec Nicolas Sarkozy vient de ce service rendu. Alors, le zèle de l'avocaillon, qui a envoyé des fax au nom de Daniel Boubacar, fax envoyé de la GMP alors que Boubacar était à Genève. C'est un scandale dont tous les chroniqueurs religieux se souviennent. Il a été récompensé avec un peu de retard par rapport à Belmara pour service rendu quand il a été placé illégalement, en toute illégalité, à la tête des missions dites islamiques. J'ai cette question, M. Sadr Salem. On a bien vu comme quoi le président du CFCM a été reçu par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que le recteur de la Grande Mosquée de Paris aussi a été reçu par le ministère du Culte ou voire par le président de la République? Non, justement, non. Vous savez, donc pour le moment, il n'a pas besoin de la présence de ce bavard qui mêle le vrai... Quand on a une discussion de 5 minutes avec cet avocaillon, on passe 2 soirées à démêler le vrai du faux, parce qu'il est habitué au mensonge. Donc le M de Mosquée de Paris, c'est mensonge, mesquinerie, médiocrité. Maintenant, on a une forte concentration de ces défauts, la médiocrité, le mensonge, donc les trois défauts déshonorent la mosquée. Il doit être un lieu où un minimum d'honnêteté, de respect de la vérité. Et là, non. Et puis, bon, comme l'avocaillon, il est un peu comme Kira. M. Bacheli lui a promis le poste de secrétaire d'État au Chouparti ou à Patela ou je sais pas quoi. Et il voyait dur comme fer. Or, les protecteurs de l'avocaillon lui ont proposé de postes beaucoup plus importants que le recteur à la tête de 10 000 mètres carrés. Or là, il montre que c'est un véritable frustré, un associé de pouvoir qui montre son autoritarisme, qui humilie le directeur de l'institution en l'ignorant totalement, prend des mesures à caractère culturel, fermeture de l'institut, sans le nommer, sans la nommer. Et l'autre, parce que il a entendu dire que son cousin a obtenu
le versement de son salaire jusqu'à la fin de l'année. On a même, il faut vérifier, mais bon, on peut faire état des rumeurs persistantes. Le salaire de l'avocat qui vaudrait au double du salaire qui était versé à Boubacar. Ça passe de 6 000 à 12 500 euros. Et le caporal, il avoisine les 6 000 euros, par exemple. Mais là, M. Sadr, ça m'amène à ma dernière question qui se forme d'un chapitre. Là, on pose des vraies questions. Vous avez dit comme quoi au départ, l'Algérie ne verse pas plus rien pour cette grande mosquée. L'Algérie, vu sa crise financière actuelle, il est totalement improbable qu'elle accepte de verser 12 500 euros à un avocat qui n'a jamais gagné de procès de sa vie. Il y a un deuxième point, et comme quoi, tout simplement, le financement il est mis à rude, hein, avec cette période de confinement, avec le mois de Ramadan, et avec la zakat, et avec les sadaqas qui font les fidèles pendant le mois de Ramadan, et avec un certain nombre de dons, et avec la récession qui arrive, et vous venez, et vous nous expliquez aussi comme quoi il y a une présence émirati dans la grande mosquée de Paris. Comment vous pouvez nous expliquer cette tentative, hein, plutôt, parce que la grande mosquée de Paris n'appartient pas au recteur, ni un certain nombre de personnes qui, soi-disant, disent responsables de cette mosquée. La grande mosquée de Paris, toute une histoire, tout le monde la connaît, surtout vous spécialement, vous êtes un homme de l'histoire. Vous savez l'histoire de la grande mosquée de Paris, donc on ne peut pas mettre en danger l'intégrité de cette mosquée. Comment peut-on accepter une telle proposition et c'est quoi le but? Pour le moment, ces types-là, ils ont joué leur nature parce qu'ils n'avaient plus de protection. L'avocat se trouve privé des 8 ou 10 traitements qu'il avait parce qu'il pas ce droit. Le caporal a été privé de tous ses protecteurs sont en prison mis en examen. Ils ont joué leur atout. Et là, ils ont créé un fait accompli. Et pour le moment, ils essayent d'avancer. Et le fait que l'avocat ait perdu son contrôle en menaçant de porter plainte contre l'État, qui était son protecteur, bon, ça montre qu'il perd son contrôle et qu'il n'est pas sûr de son avenir. Parce que les Émirats, moi, je trouve improbable qu'ils nous accordent un financement annuel, renouvelable à la mosquée. Ils ont dû leur donner un bakchich assez important. Et maintenant, la question se pose à l'État algérien et à l'État français. Les organisateurs laïcs de l'islam qui dénoncent l'islam consulaire et qui se tairaient pour épreuve d'indulgence avec une mosquée à Issaba seraient des plus ridicules. Donc, à mon avis, bon, il y a quand même un état de droit. Avoir un minimum de respect pour cette pauvre religion qui est piétinée, humiliée, avilie par des gens, ce qu'on appelle des bureaucrates de la foi. L'organisation de l'islam, c'est quoi? C'est une bureaucratie ministérielle qui crée une bureaucratie plus ou moins religieuse, CFCM, GMP, on va parler. Moi, j'ai retrouvé un dossier de 400 pages sur la GML, la mosquée de Lyon. C'est accablant. Moi, si j'avais lu ce dossier, j'aurais jamais serré la main de contact. En 2000, on nous annonce, quelqu'un qui a travaillé avec lui, dans Lyon Mag, qu'il avait 10 compteurs d'eau, 4 appartements. Alors que il était chargé de relever les compteurs d'eau à la Courville. Et ce monsieur, moi, j'ai pas voulu utiliser ce dossier dans mon précédent livre parce que ces gens médiocres, menteurs, etc., méritent même pas d'être cités dans un vrai livre d'histoire. Mais il faut bien consacrer un livre uniquement à cette médiocrité, uniquement à ces menteurs, et uniquement à ces mesquineries. Le plus de mépris pour les instituts enseignants, etc., le caporal, il veut mettre fin aux activités de tous les enseignants recrutés localement pour continuer à faire venir les imams détachés dont on dit qu'ils versent jusqu'à 40 millions de bakchich en centimes dinars en Algérie. Tous les enquêteurs maintenant sur la formation des imams et tout se posent une première question,
l'Institut de Steve Foxon, il a 17-18 ans, il a été quitté par Cazeneuve, de Malte, par le monde l'attentat. Mais il y a zéro diplômé de cet institut qui est recruté comme imam. Parce que le caporal veut continuer à importer des imams par entretenir un réseau de terroristes. Lui, dans le showroom, il n'a pas démenti, il a dit ça existe, mais il n'y a pas que moi. Mais, Monsieur Salam, vous le savez que le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, a changé d'appellation par rapport à ce dossier de l'islam. Il a utilisé, et en relation, bien entendu, avec la finance, hein, qu'on soit clair, et avec les dérives qui vont derrière. Un mot très, très, très fort, hein. Donc, c'est la première fois dans l'histoire on parle de séparatisme. On n'est plus dans le communautarisme, avec sa dimension, et un certain nombre d'intervenants de cette émission qui ont expliqué cette dimension du séparatisme, qui arrive derrière. Moi, j'aimerais bien, s'il vous plaît, si vous le permettez, parce que c'est ça qui m'interpelle, moi. Comment les Émirats Arabes Unis essayent de mettre la main sur l'islam de France? Et est-ce qu'ils y arriveront un jour? À mon avis, ils n'y arriveront pas. Même l'État de droit a l'emporté, mais pour le moment, ils cherchent à marquer des points par rapport à leur grand compétiteur, qui est l'Arabie Saoudite. Les Émirats ont un retard à rattraper. Ils sont aussi complexés que l'avocaillon. Ils ont une soif de contrôle, de pouvoir, d'autoritarisme, etc. C'est de la politique dictateur. Et puis, ils utilisent que la corruption. Si vraiment Macron croit à ce qu'il dit, il devrait commencer par les premiers séparatistes, c'est-à-dire la Isaba qui est à la mosquée, et qui fabriquent derrière la religion pour échapper à la justice de leur pays. Parce que l'avocaillon a été auditionné on cherchait à savoir combien il reversait à ce protecteur des 8 ou 10 salaires qu'il recevait. Et l'autre aussi, l'autre type, des 15 costumes destinés à des officiers, etc. Donc pour le moment, il y a une opinion en France qui n'existait pas il y a 10-15 ans, elle existe, et elle est sous-informée, elle est victime de l'intoxication de cette Isaba via les criminels comme Sifawi. Hein, il faut dire à Marianne, au Canard enchaîné, à la LCP, pourquoi cet interlocuteur qui s'intoxique a eu droit à un port d'armes en première année de fac. On donnait des ports d'armes aux gens qui servaient dans les escadrons de la mort. On lui donne la photo, l'adresse de quelqu'un, il sonne, il lui tire dessus et puis il part. C'est comme ça qu'ont eu lieu les attentats attribués au GIA qui sont une création de Amir al-Omara. Vous savez, Amir al-Omara, c'est le titre donné par les Bouis quand ils ont dépouillé le calife sunnite de toutes ses prérogatives. Ils ont remplacé le titre de calife, ils l'ont maintenu en place avec un pouvoir symbolique. Et le vrai pouvoir était entre les mains de Amir al-Omara. Or, le protecteur du caporal, c'est Amir al-Omara GIA. C'est lui le vrai émir des GIA. Tout le monde, ça a été dit par un général-major, Al-Hadid, qui n'a jamais été démenti. Maintenant, c'est un secret polichinelle, mais les journaux français vivent encore de la propagande d'il y a 25 ans. Ils ont besoin d'une vraie démystification et une désintoxication. Or, cette bande-là, elle va continuer. Mais il faut voir comment le type de l'avocaillon, il essuie des injures à longueur de journée, il ne répond même pas. Maintenant, la meilleure source pour voir les limites de la légitimité de ce bureaucrate de la poire, c'est de dire comment les gens réagissent à son tweet. Une véritable mascarade qui a fait passer d'un cran supérieur dans l'illégalité, parce qu'elle est redevenue compte de nos droits. Les coups sont permis, et on a des frustrés, des gens qui voulaient Chirac, qui se voyaient des intérêts d'État, et les promesses de Bérissou Patry n'engagent que les indicateurs d'écouter. L'avocaillon se trouve dans la même situation, on lui a promis des postes en Algérie, il a voulu se rapprocher de Karim Bouteflika qui avait 16 ans de prison quand il a présidé les communistes. Et puis il restait toujours en Algérie avec Yves Bonnet, l'ancien patron de la DFP, donc un
business avec les généraux. Il était toujours avec lui. Mais la dernière manifestation de l'avocat, c'est quand il a demandé rendez-vous à Edith Cresson, l'ancienne Premier ministre de Mitterrand, et à la fois à France-Algérie et à France-Israël. Il demande rendez-vous avec elle, il arrive à la tête d'une délégation de 10 milliardaires qui, en général, viennent à l'étranger pour rechercher des paradis fiscaux. Or, la dernière carte de visite donnée par l'avocat, c'est recto verso, il n'arrive plus dans le cabinet, il a perdu tous les procès, il est dans un cabinet international domicilié dans tous les pays où il y a des paradis fiscaux. Hong Kong, Singapour, Luxembourg, peut-être même Panama. Alors, ils se retrouvent dans la même position de Hamza Bakr. Donc, ils convoitaient la présidence du Sahara. La France voulait séparer le Sahara de l'Algérie. Il voyait roi ou président du Sahara. Et il était toujours en colère, tendu, parce qu'on ne lui a donné que 10 000 mètres carrés à la tête de la GRP, et c'est étroit par rapport à quelqu'un qui convoitait 2 millions de kilomètres carrés. L'avocat est dans la même situation. Il ne faut pas sauvegarder. Tant qu'il n'a pas la culture religieuse de Boubacar, il a permis de rattraper ce traitement. Il a quand même traduit le Coran, il a quand même écrit le traité moderne de théologie, ce qui a permis à Boubacar Dalil, pendant les 10 dernières années, de s'ériger en défenseur de l'orthodoxie musulmane sans éprouver le besoin d'emboîter le pas à Tara Kobo, à Rachid Benjin, à Abdel Beta, à Tino Kawi, qui veulent chanter le Coran. Dalil est remonté dans l'estime des fidèles depuis qu'il refusait de s'engager dans cette surenchère. Or, l'avocat, il commence par cette surenchère. Après le discours de Guillaume, chacun voulait satisfaire, faire des propositions très laïcardes pour être l'interlocuteur privilégié du ministère de l'Intérieur. Et c'est pour ça qu'il peut venir le fameux Djebbar. Et les membres de la maçonnerie qui sévissaient déjà à l'émission islamique. La maçonnerie, pour l'équipe, la laïcité ne l'habilite pas à infiltrer le Moscou. Parce qu'il faut que ce soit dirigé par des religieux. D'abord, ça a été un coup pour rien parce qu'il est dénoncé pour plagiat, parce qu'il a écrit de toute sa vie un livre sur l'histoire des mathématiques arabes. Et on l'a chargé de faire une histoire au Grand Palais il y a une quinzaine d'années dans ces techniques arabes. Il a eu comme premier réflexe de se rendre à Francfort pour demander rendez-vous à Fouad Sifkin, qui est mort il y a 2 ans, qui est le véritable spécialiste de la science arabe. Et Fouad Sifkin l'a accusé de l'avoir plagié, comme les autres spécialistes de la science arabe, comme Morellon. Morellon, c'est un dominicain au Caire qui a toute une tête sur les sciences arabes très brillante. Et Rochdi Rachid, directeur de recherche au CNRS, chargé d'étudier la science arabe. Or, Ahmed Djebbar est accusé, document à l'appui, d'avoir plagié ce type-là. Et Fouad Sifkin a refusé de l'aider à réussir l'exposition du Grand Palais parce qu'il a soupçonné de vouloir lui voler des instruments du musée de sciences islamiques de Francfort. Donc voilà le cheptel là qui rencontre. Écoute, monsieur Sadaq Slam, comme vous le savez, vous êtes la bienvenue comme vous le souhaitez dans cette émission. Nous continuerons bien entendu à clarifier cette situation de l'islam de France d'une manière transversale. C'est toute personne qui se sent visée, il est bienvenu pour qu'elle réplique ou bien pour qu'elle fait un démenti ou bien qu'elle donne son point de vue. Et mon téléphone, il est connu, donc ce n'est pas quelque chose de caché. Je préfère, si vous le permettez, de vous donner un rendez-vous ou plusieurs rendez-vous de développer parce que vous avez évoqué un certain nombre de points qui méritent d'être développés davantage. Non, la prochaine fois, on consacrera une seule émission à la proposition de la société de concentration d'illettrés, de folkloriques et de corrompus. Pourquoi pas, la société de Habous, c'est une thématique assez importante, avant et après. D'ici là, M. Sadaq Slam, l'historien de l'islam contemporain, merci infiniment. Je vous dis à très bientôt
et on reste en contact pour la suite de ces émissions dédiées aussi à décrypter l'islam de France pour une meilleure intégration de cette religion d'une manière apaisée, dangerosité ni de la part de ceux qui disent gérants de cette religion ou bien ceux qui en profitent pour faire, comme vous l'avez bien dit, de la bureaucratie religieuse. Qui dit bureaucratie religieuse, dit financement qui est derrière et la convoitise par rapport à d'autres pays, notamment dans le domaine du halal. Monsieur Sadr Sallam. C'est un marché opaque. On a des bureaucrates religieux recrutés parmi ce que les Wanchines appellent des hommes de peu de foi. Exact. C'est ça le problème. Mais là, il faut faire plusieurs émissions pour rattraper les retards qui nous ont été imposés par le confinement et le ramadan. Et eux ont cru qu'ils ont porté la partie dans le domaine de la désinformation, parce que moi, personnellement, pendant le ramadan, je polémique. Et là, moi, je suis à votre disposition pour votre... écoutez, marhabana, bienvenue. Pour un rôle de démystification. Voilà. Merci infiniment. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible.